Voilà. Bon, je vais commencer le, le séminaire, même si d'autres personnes vont certainement nous rejoindre. Donc, bonjour à toutes et tous pour cette conférence dédiée à l'enseignement du climat et plus largement des questions de durabilité dans les universités et qui va être basée sur une étude très approfondie qui va vous être présentée par François Collard et certains de ses collègues qui forment The Shifters en Belgique. Nous entendrons également la ministre, Madame Glatigny, qui est donc ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui va nous rejoindre vers 12h40, qui a reçu l'étude et qui va donc réagir à cette étude. Et puis, nous aurons également une réaction de ma collègue Charline Urbain, que je remercie, vice-rectrice au développement durable, qui va réagir du point de vue d'une personne qui est en fonction dans une université. Donc, on aura une réaction de la part d'une responsable politique de premier rang et également d'une responsable académique de premier rang également, en la personne de Charline Urbain. Alors, moi, je vais me contenter de lancer quand même le sujet par quelques petites réflexions et on va voir dans l'exposé qu'il y a des demandes importantes de la part des étudiants pour ce type de sujet. Et l'offre a évolué dans l'enseignement, mais elle reste limitée, comme on va le voir, surtout dans certaines facultés. Alors, si on regarde la situation du côté de l'enseignement primaire et secondaire, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais il y a également là des limites importantes aujourd'hui. Il y a des offres d'enseignement, mais qui sont surtout volontaires, et il y a un relatif manque de formation des enseignants. Donc, c'est quelque chose de général qui est le fait que l'enseignement en Belgique francophone ne recouvre pas encore suffisamment ces éléments-là. Alors, pour l'université, on a vu des évolutions au niveau de la recherche. On peut dire qu'au niveau recherche, il y a vraiment eu beaucoup plus de thèmes liés à la durabilité qui se sont développés. Par contre, pour l'enseignement, on a vu des choses qui se sont faites dans les masters spécialisés en environnement. Là, on a vu une forte augmentation des étudiants, mais il faut comprendre que si on veut régler ces questions de climat, de biodiversité, il est impossible que ce soit seulement les personnes formées en environnement et spécialisées qui le fassent. Ça ne fonctionnera pas. C'est quelque chose qui doit être pris en charge à tous les niveaux en fait, des fonctions dans une société. Alors, je vais juste donner deux catégories de raisons qui me semblent importantes pour le développement de l'enseignement de ces questions à l'université, proprement dit. Tout d'abord, c'est l'information sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui domine assez fort toute une série de questions, et notamment ces questions écologiques. Alors, on a toutes sortes d'informations contradictoires, et même, on le voit de plus en plus, des informations qui sont là pour attiser une certaine conflictualité. Et donc, l'enseignement peut se trouver dans une situation où on peut présenter les choses d'une façon cohérente, d'une façon beaucoup plus complète et fiable. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, de plus en plus indispensable. Un deuxième élément, c'est qu'on va voir dans l'exposé notamment qu'il y a des grands programmes d'investissement dans les questions liées au climat, à la relance verte, à la transition écologique, et que ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros pour la Belgique. Donc, il faut être tout à fait sûr que les compétences universitaires vont suivre. Et il y a encore du travail. Par exemple, aujourd'hui, comment enseigner la comptabilité si on n'évoque pas les coûts cachés liés à la pollution? Comment faire des études en santé si les nouvelles pollutions diffuses ne sont pas reprises dans les programmes, ou encore à l'heure d'une montée très forte des usages numériques, qui est même promue dans les programmes que je citais, comment faire si les développeurs de technologies en ces domaines n'intègrent pas les facteurs énergétiques ou de recyclage des matières, ce qui est encore souvent le cas. Donc, toute une série d'enjeux extrêmement précis et diversifiés à intégrer dans les formations. Et donc, c'est face à ce programme-là qu'on est
aujourd'hui et que je remercie fortement les shifters de s'être attaqués à ça. Il faut le dire aussi bénévolement, à travers un travail important qu'ils vont donc nous présenter aujourd'hui. Et je cède tout de suite la parole à François Collard. Bien, merci professeur Zachary pour cette introduction et de nous donner l'opportunité de partager notre projet. Alors, au cours de notre présentation, nous allons nous intéresser aux attentes des étudiants, vous l'avez dit, puis examiner l'offre de formation sur les enjeux climatiques et environnementaux en Belgique, les enjeux réels de l'enseignement sur ces sujets, et enfin, nous terminerons par quelques pistes pour avancer. Alors, tout d'abord, très rapidement, qui sommes-nous? Alors, nous sommes une équipe de bénévoles aux profils divers et variés, mais qui ont comme point commun le souci d'agir pour le climat et l'environnement. Nous faisons partie des Shifters, qui est une ASBL en Belgique et qui porte plusieurs projets, dont le projet Education for Climate qui nous intéresse aujourd'hui, et qui soutient aussi le Shift Project dans ses travaux. Alors, le Shift Project, c'est un think tank français et européen qui œuvre en faveur d'une économie décarbonée, pardon, et dont Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, est l'un des fondateurs. Alors, pour le projet Education for Climate, nous avons pu compter également sur le parrainage du Shift, un réseau belge qui œuvre pour la durabilité environnementale notamment, qui est différent du Shift Project, ainsi que sur la branche belge de la SDSN, la Sustainable Development Solutions Network, qui œuvre en faveur des objectifs de développement durable sous la bannière des Nations Unies. Alors, excusez-moi, un petit souci pour passer à la slide suivante. Voilà. Alors, notre projet a commencé en 2019, et cela ne doit rien au hasard. Donc, l'année 2019 est une année particulière. Des jeunes manifestent massivement en faveur du climat et de l'environnement. Et en réponse à cette interpellation, vous vous en souvenez peut-être, un panel climat est constitué et qui remet un rapport dont on retiendra, je cite, qu'un changement systémique est nécessaire et urgent si l'on veut s'attaquer efficacement au changement climatique et à la crise des écosystèmes. Et par un étonnant parallèle, la même année, la Commission de l'Union européenne annonce un Green Deal qui tout récemment a fixé un objectif ambitieux de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, un premier pas pour atteindre donc la neutralité carbone en 2050. Et assez récemment, dans une interview au journal Le Soir, Frans Timmermans parle, lui, non pas de changement, mais d'une révolution industrielle qui va donc bouleverser notre monde. Les mots, vous en conviendrez, sont assez forts de part et d'autre. Alors, en 2019 toujours, nos collègues du Shift Project publient un rapport sur l'enseignement des enjeux climatiques dans les établissements de l'enseignement supérieur en France. Et de cet état des lieux, il ressort que seuls 11% des formations abordent ces enjeux dans les cours obligatoires, avec, il faut le dire, des disparités importantes selon les établissements et selon les filières. Alors, face à cette actualité bouillonnante de 2019, nous avons voulu comprendre comment les universités belges préparaient les étudiants à ces enjeux, quels étaient les cours et les formations qui étaient proposées, et quelles étaient les attentes des étudiants et des étudiantes sur ces questions. Commençons donc par l'enquête auprès des étudiants. Alors, cette enquête, Covid oblige, a été effectuée en ligne et diffusée via des réseaux sociaux et des associations étudiantes, et nous avons eu à peu près 600 répondants, dont l'âge moyen était de 21 ans. Alors, la majorité des réponses nous est parvenue pour la partie francophone de l'ULG, de l'UCL et de l'ULB, et pour la partie néerlandophone de la KUL et de l'Université d'Anvers surtout. Alors, 90% des répondants étaient belges, 10% ressortissants de l'Union européenne, et la majorité étaient des femmes. Enfin, les répondants provenaient de filières plutôt diversifiées, donc on a eu un petit peu de tout, les sciences appliquées, sciences, santé, sciences humaines, économie, droit, etc. Alors, l'enquête était assez large. De mémoire, elle contenait, à mon avis, une trentaine de questions. Et je vous présente ici une petite sélection de quelques résultats les plus frappants. Tout d'abord, cette question sur l'inquiétude liée au changement climatique. Je lis. Le changement climatique est pour vous un sujet d'inquiétude. Alors, nous attendions évidemment à ce que le sujet soit source d'inquiétude. Mais dans l'équipe, nous avons tous été choqués, je dois dire, par l'ampleur des réponses, puisque 80% des répondants sont d'accord ou entièrement d'accord avec cette affirmation.
Nos résultats sont d'ailleurs en accord avec une étude publiée en preprint cette année sur le site du Lancet et qui alarme sur l'éco-anxiété chez les jeunes dans différents pays du monde. Anxiété qui semble particulièrement exacerbée par un sentiment d'inaction et d'incapacité à agir. Alors, à la question de savoir si les citoyens sont suffisamment informés des solutions à mettre en œuvre contre le changement climatique, une toute petite minorité seulement a répondu être d'accord avec cette affirmation. Donc, clairement, l'immense majorité considère que les individus ne sont pas suffisamment formés à ces questions. Et lorsque l'on pose la question de savoir si les universités belges doivent dispenser des modules d'enseignement sur le changement climatique, 80% des répondants disent oui. Enfin, et pour terminer, nous avons voulu savoir si la possibilité de suivre des enseignements sur le changement climatique pouvait être un élément déterminant dans le choix d'une université. Et vous le voyez, c'est le cas pour plus de la moitié des répondants. De manière intéressante, ce résultat est corroboré en France par une large consultation nationale étudiante sur les étudiants face au changement climatique, qui confirme que dans ce pays, la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux est un indice d'attractivité pour les établissements. Alors, face à ces attentes des étudiants, venons-en maintenant à l'étude de l'offre de formation sur les enjeux climatiques et environnementaux dans les universités belges. Mais un mot d'abord sur notre méthodologie. Comment avons-nous fait pour étudier cette offre? Alors, pour identifier les cours qui abordent ces sujets, nous avons mis au point un algorithme. Et voici très rapidement comment il fonctionne. Vous savez certainement que les universités publient sur leur site web une page pour chaque cours qui est dispensé. Et sur cette page, vous trouverez plein d'informations utiles, le titre bien sûr, mais aussi un résumé, le nom du professeur, etc. Alors l'algorithme va visiter une à une ces pages, et il en existe 50 000 pour les 11 universités belges, analyser le contenu, et en particulier le titre et le résumé du cours, pour déterminer si oui ou non la durabilité climatique ou environnementale sont abordées durant le cours. Si c'est le cas, le cours est alors référencé sur notre site web, Education for Climate. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. De la même manière, l'algorithme est également capable d'identifier les formations, donc les bacs, les masters, qui abordent ces enjeux. Alors, plus précisément, à quoi s'intéresse-t-on vraiment et que recouvre exactement cette notion de durabilité climatique et environnementale? Pour faire bref, et pour utiliser la grammaire des objectifs de développement durable, qui est bien connue, ce sont en fait les ODD 12, 13, 14 et 15 principalement, à savoir l'action pour le climat, la vie sur Terre et sur mer, la production et la consommation responsables. Alors très concrètement, l'algorithme utilise une bibliothèque, un dictionnaire contenant plus de 200 expressions telles que réchauffement climatique évidemment, mais également économie circulaire, chimie verte, agroécologie, cycle du carbone, justice climatique, etc. Et dès qu'une seule expression est identifiée dans le résumé ou dans le titre du cours, alors le cours est référencé. Alors, à ce stade, je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est que nous avons rendu délibérément l'algorithme assez inclusif. Nous avons préféré un algorithme qui recense éventuellement des cours qui n'auraient peut-être pas dû l'être, à un algorithme plus restrictif qui risque de ne pas recenser des cours pertinents. Donc, par choix délibéré, je dirais qu'on ratisse un petit peu large et il faudra en tenir compte aussi dans l'analyse des résultats. La deuxième remarque, vous l'aurez compris, la bibliothèque des expressions est critique pour la performance de l'algorithme. Nous n'avons pas la prétention d'avoir créé la meilleure bibliothèque possible et nous sommes d'ailleurs en train de mettre en place des outils qui nous permettront de faire de l'amélioration continue. Mais c'est pourquoi vos retours et vos remarques seront toujours très, très utiles et très appréciés aussi. Et puis enfin, l'algorithme est tributaire de la description des cours qui est faite. On est ici dans une approche d'analyse de type Big Data qui a l'énorme avantage de pouvoir embrasser 50 000 cours et de les analyser selon des critères objectivables et identiques pour chacun, mais qui ne permet pas une analyse qualitative du cours tel qu'il est effectivement dispensé aux étudiants.
Enfin, très rapidement, si vous avez suivi ce qui précède, vous comprendrez immédiatement que cet algorithme peut aussi être utilisé pour identifier tous les autres ODD, ou même des thématiques telles que la pauvreté ou l'emploi. Tout ce qu'il faut faire, c'est créer une bibliothèque d'expression adéquate pour les thématiques qui vous intéressent. Voilà, donc maintenant, venons-en aux résultats pour les universités pour cette année académique en cours. Donc cette année, en Belgique, c'est pas moins de 50 000 cours qui sont dispensés dans les universités. Alors, parmi ceux-ci, 3% traitent des enjeux climatiques et environnementaux. Et en examinant ces cours en détail, on s'est vite rendu compte que certains cours étaient très clairement dédiés à ces questions, c'est-à-dire que l'essentiel du cours y est consacré, tandis que d'autres, plus nombreux, abordaient seulement ces questions parmi d'autres sujets traités durant le cours. Alors nous avons affiné l'algorithme qui permet maintenant de distinguer ces deux catégories. Ainsi, au final, nous avons pu établir que 2% des cours abordent la durabilité climatique et environnementale et un peu moins de 1% sont dédiés à ces sujets. Alors, les cours retenus par l'algorithme traitent bien entendu du climat, mais pas seulement. On trouve d'autres thématiques en lien avec le climat et avec l'environnement, la biodiversité, les écosystèmes, etc. Donc, il est vraiment important de préciser que l'algorithme ne cible pas que les cours qui traitent du climat, mais aussi des questions environnementales au sens large. Bien, comme vous le savez, ces 50 000 cours sont répartis dans des formations diverses et variées. Il y a essentiellement les baccalauréats, les masters, et puis d'autres formations très diverses, les formations doctorales, les agrégations, les certificats, etc. Au total, nous avons compté qu'il y avait environ 4 000 formations universitaires en Belgique proposées cette année, 600 baccalauréats, 2 000 masters et environ 1 400 de ces autres formations. Alors nous avons voulu savoir combien, parmi ces formations, traitent des enjeux climatiques et environnementaux. Alors pour ça, il nous fallait évidemment un critère de sélection et nous n'avons pas voulu placer la barre trop haut et nous avons décidé que pour pouvoir être comptabilisé, une formation doit comprendre au moins 3 cours traitant de ces enjeux climatiques et environnementaux, dont au moins un cours dédié. Alors si, comme nous, vous pensez que ce critère n'est pas trop strict, alors on n'obtient que moins de 1 master sur 7 et moins de 1 baccalauréat sur 7 et moins de 1 master sur 7 traitent de ces enjeux. Et dans la catégorie autres formations, c'est nettement moins, on est à peu près sur une formation sur 40. Alors examinons maintenant dans quelle faculté on retrouve ces formations. On se focalise ici simplement sur les bacs et les masters. Dans la partie gauche du graphique, en vert, vous avez donc le nombre total de formations pour les différentes facultés. Et dans la partie droite, en bleu, vous avez le nombre de formations qui traitent des enjeux climatiques et environnementaux selon nos critères. Alors, ce qui frappe immédiatement, c'est la grande disparité avec laquelle ces formations se répartissent au sein des différentes facultés. En effet, on observe que 60% des formations qui abordent ces enjeux se retrouvent dans les facultés des sciences et sciences appliquées, et j'y inclus l'agronomie et l'architecture. Ensuite, on retrouve les sciences économiques avec 15% des formations, et puis ex aequo avec les sciences humaines, 15% donc. Alors, les sciences humaines, c'est assez large puisqu'on y a même inclus le droit. Et enfin, les sciences médicales ferment la marge avec à peu près 5% de l'offre de formation. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'à l'intérieur de ces facultés, la proportion des formations qui traitent les enjeux climatiques et environnementaux varie fortement. Par exemple, en agro, c'est une formation sur 2 qui traite de ces enjeux, alors qu'en médecine, on est sur une formation sur 100. Alors pour terminer, un œil peut-être sur les diplômés et essayer de mettre les données qui précèdent en regard avec le nombre de diplômés. Alors, je vous présente ici une estimation certainement grossière et simpliste, qui est basée sur des chiffres de 2015,
provenant de la partie francophone du pays que nous avons extrapolé à l'ensemble de la Belgique. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, c'est que la majorité des diplômés, ici en pourcentage, sortent des filières de la santé, suivies de l'économie et de la gestion, puis du droit, etc. Et que là encore, la distribution des formations à droite en bleu qui abordent les enjeux climatiques et environnementaux ne suit pas du tout la même distribution. Alors, cela étant posé, encore une fois, il faudrait faire une étude beaucoup plus fine, master par master, pour pouvoir déterminer le nombre exact de diplômés qui ont suivi une formation qui traite de ces enjeux. Et ce à quoi nous sommes occupés pour le moment, et on espère avoir ces données pour notre rapport. Mais on peut sans doute déjà conclure, sans trop risque de se tromper, que la majorité des diplômés universitaires qui ont suivi une formation qui aborde la durabilité climatique et environnementale est issue des sciences et des sciences appliquées. Alors, avant de poursuivre sur l'importance stratégique à aborder la durabilité climatique et environnementale de manière beaucoup plus large, moins cloisonnée dans les universités, et de proposer quelques pistes de solutions, je vous propose maintenant une visite du site internet Education for Climate qui va vous être présenté par Quentin, notre web designer. Alors Quentin, je te laisse la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, donc comme François l'a dit tout à l'heure, nous avons créé un site qui s'appuie sur l'algorithme qu'on a construit ensemble. Donc ce site est disponible à l'adresse educationforclimate.be, donc fort avec un 4. Donc il recense les cours et les formations qui abordent la durabilité environnementale et climatique, ainsi que les professeurs qui enseignent ces questions. Le site existe en français, en néerlandais et en anglais. Il est pour l'instant limité aux universités belges, mais nous travaillons à inclure les hautes écoles d'ici début de l'année prochaine. Ce site permet aux étudiants et futurs étudiants d'explorer et d'identifier les cours. Donc ici, je suis dans la page avec les formations. On a également une page avec les cours et une page avec les professeurs. Donc, ce site permet d'identifier tous ces cours qui répondent le mieux aux aspirations de formation et aux enjeux environnementaux. Le site permet aussi d'entrer facilement en contact, ici via l'onglet « Professeurs », avec des professeurs qui ont une expertise sur différentes questions liées à l'environnement. Les responsables de formation aussi peuvent y trouver un outil performant d'aide à la gestion de leur programme qui leur permettra de faire du suivi de l'offre de formation, notamment pour comparer toutes les offres existantes en francophonie et côté néerlandophone. Enfin, les professeurs qui souhaitent se lancer et aborder ces questions dans leurs cours, mais qui peut-être ne savent pas trop par où commencer, pourront facilement identifier leurs pairs qui ont déjà acquis une expertise en la matière. Donc, je vous montre ici vraiment rapidement à quoi ressemble le site. Vous pouvez trier toutes les informations via pas mal de filtres. Toutes les informations sont triées en fonction de l'importance qu'ils accordent, en tout cas que notre algorithme a déterminé. Donc l'importance qu'ils accordent aux thématiques que nous avons sélectionnées. Donc vous pouvez également filtrer ici. Voilà, je pense que c'est surtout un outil que vous devez vous approprier par vous-même. Donc, je vous redonne juste l'adresse, donc educationforclimate.be. Et voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire. Et, donc, je vous invite vraiment à vous approprier l'outil et de nous faire remonter d'éventuels problèmes. Il y a un formulaire ici sur la page d'accueil qui vous permet de remonter les problèmes et les améliorations. Et voilà, François, je te redonne la main, je présume. Très bien, merci. Alors, est-ce que... Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je pense que oui. Ouais. Très bien, alors je poursuis. Merci Quentin pour la présentation du site et pour tout le travail très important qui est derrière. Bien, voilà, donc avant peut-être d'en venir à la question posée initialement pour ce séminaire, enseigner le climat dans les universités, comment mieux faire, permettez-moi de poser cette autre question. Faut-il enseigner le climat? J'entends évidemment le climat et les enjeux environnementaux dans l'ensemble des filières de formation dans les universités.
Alors, vous vous en doutez, pour nous, la réponse à cette question est évidemment oui, mais prenons le temps d'examiner pourquoi exactement. Bien, parce que les universités sont un point nodal. Elles impactent non seulement les étudiants, et il y en a 200 000, mais aussi de nombreux, sinon tous, les secteurs d'activité. La construction, la mobilité, le digital, l'agriculture, l'économie, la culture, le droit, etc. De plus, les universités jouent un rôle moteur de premier plan dans l'innovation. Enfin, elles façonnent une part importante de notre société et de nos élus, puisque 15% des Belges ont obtenu un diplôme universitaire, et cette part est sans doute plus importante parmi nos élus et les hauts fonctionnaires. En fait, il n'existe sans doute aucun autre secteur qui soit à la fois hyper connecté à tous les autres et qui ait un tel impact sur la société tout entière. Et bien évidemment, ces conclusions s'appliquent également à l'ensemble, à l'enseignement supérieur dans son ensemble, que nous analyserons dans les prochaines semaines au cours de notre projet. Alors, si vous le voulez bien, examinons maintenant les conséquences de cette hyperconnexion dans le contexte très particulier des défis climatiques et environnementaux auxquels nous faisons face maintenant. On a déjà évoqué l'importance que revêt l'enseignement des enjeux climatiques et environnementaux pour les étudiantes et pour les étudiants. La moitié d'entre eux considèrent qu'il s'agit d'un critère de choix possible de l'université. Examinons maintenant comment les universités seront amenées à jouer un rôle stratégique pour les divers secteurs d'activité dans le contexte de la transition vers la neutralité carbone. Vous le savez, pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, c'est la condition sine qua non si l'on veut limiter le réchauffement climatique sous le seuil critique des 2 degrés. Alors, cet objectif nécessaire et ambitieux, l'Europe et la Belgique en particulier entendent l'atteindre à la fois à l'aide d'investissements massifs, mais également par un changement de comportement, même si sur ce point, les politiques à mettre en œuvre restent un peu vagues, on va dire. Alors, les investissements à consentir, selon les économistes, sont de l'ordre de 2 à 3% du PIB chaque année, au moins jusqu'en 2030. Il s'agit donc là de montants considérables. Alors, l'Union européenne a annoncé vouloir consacrer 1 000 milliards d'euros pour la décennie à venir, ce qui représenterait pas moins de 7% du PIB européen chaque année, c'est pas mal, mais des interrogations existent sur la faisabilité de cette ambition. Alors, en plus de l'aspect financement-investissement, c'est aussi tout un ensemble de règlements qui se préparent et qui seront transposés en droit national. C'est le fameux Fit for 55 package. Alors, en Belgique, les investissements pour la transition vers la neutralité carbone sont regroupés dans le plan national pour la reprise et la résilience, aussi appelé plan de relance post-Covid. Alors, rapidement, le plan de relance comporte 3 axes, le numérique, la productivité et l'inclusion, et puis le climat, la durabilité qui nous intéresse ici, et qui sera, lui, financé à hauteur de 4,5 milliards d'euros sur 5 ans, ce qui représente, faites le calcul, 0,2% du PIB par an. Alors, donc cette enveloppe se répartit, complexité belge oblige, entre le fédéral, la Flandre, Bruxelles, la Wallonie et enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ce qui est surtout intéressant, et ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, 84% de l'investissement ira au secteur de l'énergie, du bâtiment et de la mobilité. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que ces 3 secteurs seulement porteront seuls le poids de la neutralité carbone? Certainement pas, vous vous en doutez. Et des avancées sont nécessaires et indispensables dans d'autres secteurs. On pense à l'économie, l'agriculture, le numérique, la chimie et j'en passe. À cela, il faut tenir compte d'une forte interdépendance entre les différents secteurs. François, oui. Ça me permet de t'interrompre une minute parce que nous avons maintenant en ligne Madame Glatini, que je remercie fortement de sa présence. Merci beaucoup. Votre assistant nous a dit que vous seriez disponible jusqu'à environ 13 heures, c'est ça? Et donc, je pense que la présentation de l'étude ne sera pas tout à fait terminée. Donc, je propose, François, que tu termines à 11h40, pardon, à 12h40 pour laisser Madame Glatini intervenir une dizaine de minutes. Et comme ça nous permet de poser l'une ou l'autre question avant qu'elle nous quitte et puis on continuera après. Est-ce que ça va comme ça?
Très bien. Alors, je vais peut-être directement passer aux solutions que l'on voulait proposer, si ça vous semble pertinent pour le débat. Oui, oui. Alors, je... Je vais peut-être faire un tout petit... Oui, très bien. Je vais passer directement aux propositions. On pourra peut-être revenir par après à tout un argumentaire qui a précédé. Donc, les propositions que l'on fait, elles tiennent compte en partie, et c'est un point qui est important, du fait que, je vais quand même rapidement passer sur cette diapositive, que le Shift Project est associé à une initiative très intéressante du groupe INSA en France, qui est un réseau d'écoles d'ingénieurs, qui a décidé, lui, déjà de faire le pas de transitionner ses programmes pour y intégrer les aspects environnementaux et climatiques. Et donc, c'est un travail qui a été démarré il y a une année de cela. Un rapport intermédiaire a été publié et qui est assez riche d'enseignements. Et c'est tenant compte notamment de ces enseignements sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir là tout de suite, que nous élaborons donc les solutions que nous mettons sur la table. Notre première proposition, évidemment, vous en doutez, consiste à transformer les masters, c'est-à-dire à y intégrer l'enseignement à la durabilité climatique et environnementale d'une manière qui soit adaptée, en mobilisant les expertises au sein des universités. Donc, il ne s'agit pas ici d'une transformation de l'extérieur. Alors, transformer un master est certainement quelque chose de complexe et nous n'avons pas du tout la prétention d'avoir une recette prête à l'emploi. Cependant, nous savons qu'un tel projet ne peut pas réussir sans un pilote de projet qui puisse consacrer tout son temps à coordonner, avec l'aide des professeurs impliqués, toutes les actions qui sont nécessaires. Or, nous savons que les ressources des universités qui ont vu leur financement par étudiant diminuer sont actuellement insuffisantes pour dégager des pilotes capables de se consacrer pleinement à cette refonte des programmes. En outre, nous pensons qu'une collaboration entre les universités permettrait de gagner en efficacité et en qualité pour un projet de cette envergure. Alors, c'est pourquoi nous formulons l'idée suivante. Le gouvernement crée un fonds unique, c'est du one-shot au niveau budgétaire, géré par exemple par le FNRS ou toute autre structure adéquate, qui permettrait donc de salarier ces pilotes de projet. Le mécanisme serait celui d'un appel à projet volontaire qui permet de garantir la pleine motivation des personnes impliquées. En échange du financement, les pilotes ou les lauréats, si vous voulez, des différentes universités se réunissent une fois par an pour partager leur expérience. Alors, cette expérience précisément pilote durerait 3 années académiques, une durée sans doute suffisante pour établir une méthodologie, un référentiel de l'apprentissage et aussi divers cahiers des charges pour les cours. Nous pensons qu'un budget de 4 millions d'euros permettrait de financer 20 de ces pilotes de projet. Ensuite, en capitalisant sur les leçons apprises et les méthodologies éprouvées, la phase 2 consisterait à transformer 80% des masters sur la période 2025-2030 et pour ce faire, il faudrait recruter 80 pilotes de projet pour un coût estimé à 16 millions d'euros. Donc on le voit, cette mesure coûterait 20 millions d'euros, 40 en y incluant les hautes écoles. Et encore une fois, il s'agit d'une aide financière one-shot, uniquement destinée à adapter des contenus d'enseignement aux défis climatiques et environnementaux à venir. Et ces montants, en fait, sont quand même relativement modestes si on les compare à ceux dont bénéficieront d'autres secteurs d'activité pour s'adapter à la transition vers la neutralité carbone et qui, eux, se partageront donc une enveloppe de 4,5 milliards d'euros. Donc, on parle ici d'1% de ce total. La deuxième proposition que nous souhaitons mettre sur la table, c'est celle de la formation des élus et des hauts fonctionnaires. En effet, les effets d'une transformation des masters, comme nous le proposons, mettront plusieurs années à se faire sentir. Or, c'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et actuellement, une infime partie de la population active est formée aux enjeux climatiques et environnementaux. Alors, bien évidemment, il est impossible de former plus de 5 millions de Belges de la population active. C'est pourquoi nous proposons de former en priorité les élus et les hauts fonctionnaires par le biais de formation continue. Or, le problème est que, nous l'avons vu, un très petit nombre d'entre elles traitent de ces enjeux. Il est donc prioritaire de mettre en place des formations continues spécifiques à destination des élus et des hauts fonctionnaires, et puis de les ouvrir plus tard peut-être à tout autre décideur ou décideuse. Alors, certes, cette proposition nécessiterait des moyens, mais les formations continues sont une source de revenus pour les universités. Donc,
Voilà, je pense que je vais peut-être arrêter ici pour la partie des deux petites pistes que nous mettons sur la table. Je vois qu'il est déjà midi 41. Donc, je vous rends la parole alors, professeur. Merci beaucoup. Et de toute façon, l'étude sera sur le site. Voilà, Madame Gatini, on sera très heureux de vous écouter. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants. Je remercie Monsieur Collard et lui présente mes excuses d'intervenir de façon un peu abrupte dans le cadre de du déroulement de la conférence. Toutes mes excuses pour ça, mais je voulais vraiment avoir l'occasion de participer à cette conférence, même si c'est de façon un peu fugitive, mais je pense que je suis arrivée au bon moment puisque j'ai pu assister à l'exposé de Monsieur Collard, en particulier sur la référence à la formation des élus et des décideurs. Et j'apprécie vraiment beaucoup le côté dynamique aussi de cet échange parce que je vois plein de commentaires dans le chat. Donc, moi, j'évalue toujours le côté dynamique d'une conférence à tous les commentaires qui sont faits dans le chat. Et là, je peux voir qu'il y en a énormément. Donc, merci beaucoup pour ça. Et félicitations aux organisateurs pour l'initiative, les orateurs de Education for Climate. Pour les représentations, j'ai pu recevoir quelques documents à cet égard. Apparemment, il y a eu vraiment une foule de résultats concrets et puis plusieurs pistes d'action liées à la durabilité et la transition au niveau de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce qu'on sait bien, évidemment, qu'il y a une demande pressante des jeunes, mais pas que, de l'ensemble de la société, qu'il est vraiment urgent d'agir. Et je viens de voir tomber l'information selon laquelle la Belgique passe de 40 à la 49e place dans le classement annuel des performances et politiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je suis convaincue qu'on doit mieux faire et que ça passera par l'enseignement du climat dans nos universités. Donc, vraiment, merci pour cette initiative. Alors, on a déjà, je pense, eu l'occasion d'en parler avec plusieurs d'entre vous. Il y a un plan transversal de transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été adopté. Il y a le premier volet du 6e rapport du GIEC qui a été publié cet été, qui est évidemment interpellant dans ses conclusions, puisqu'elle démontre que certaines conséquences du changement climatique sont irréversibles à des échelles de temps séculaires, et c'est ce qui nous a motivés à adopter ce plan en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on sait que le rapport du GIEC confirme que les phénomènes climatiques extrêmes s'intensifieront à l'avenir, qu'il relève sans mesure et action immédiate et considérable le dérèglement climatique, et donc il va se renforcer d'ici 2050 avec un réchauffement planétaire qui dépassera 1,5 degré, voire 2 degrés au cours de ce siècle. Évidemment, on a bien vu que les catastrophes climatiques récentes, voilà, ce ne sont plus des images lointaines que nous voyons sur nos écrans, des images de l'autre bout du monde, mais ces images, elles font d'ores et déjà partie de notre quotidien. Et donc, en tant que ministre, moi, je suis concernée à travers différentes compétences, mais également l'ensemble du gouvernement. Je pense qu'il faut souligner le fait que l'heure n'est plus au discours, mais l'heure est aux solutions et à leur mise en œuvre. Et c'est pourquoi on a adopté ce plan dont je parlais, un plan transversal de transition écologique. On l'a adopté le 16 septembre dernier et il se fixe 3 grands objectifs: la neutralité carbone au plus tard en 2050, la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, et puis l'adoption de mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire le plus possible les risques du changement climatique pour l'homme et pour la biodiversité. Évidemment, des concertations vont avoir lieu avec vous tous, les acteurs de l'enseignement, entre autres, pour traduire nos ambitions de manière réaliste, et des concertations ont déjà eu lieu dans la phase de définition des objectifs et des axes stratégiques. Je pense par exemple à l'axe stratégique information, sensibilisation et formation, et un autre sera consacré aux adaptations comportementales. Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement nos compétences en matière d'enseignement supérieur, je soutiens la nécessité d'une sensibilisation des acteurs de l'enseignement supérieur et évidemment des étudiants au travers des formations spécifiques sur ces enjeux majeurs. Et je pense que personne, ni aucun secteur n'échappe à son environnement, et chaque cursus, chaque secteur doit pouvoir s'interroger sur son impact au niveau de l'environnement et sur la manière dont une discipline peut contribuer à être porteuse de solutions. Depuis quelques années,
On voit se multiplier les cours, les options, les finalités sur le sujet dans les programmes de la Fédération et j'ai pu voir apparaître des cours sur l'économie circulaire, sur la psychologie sociale appliquée aux questions d'environnement, mais également des approches intégrées comme des parcours thématiques qui se basent sur la coordination de plusieurs cours pour traiter avec des angles différents de thèmes comme l'énergie, la finance durable ou encore des Sustainable Business Operations. Et évidemment, on doit travailler ensemble afin d'accélérer ce mouvement pour sensibiliser l'essentiel des scientifiques, des gestionnaires et, vous l'avez dit à plusieurs reprises, les décideurs de demain. Ils sont actuellement en formation dans nos établissements d'enseignement supérieur. Plus spécifiquement au niveau des formations des professionnels de l'environnement, je pense que ça a été souligné, il y a un nombre de formations qui est en augmentation de manière continue ces dernières années pour atteindre aujourd'hui en fédération une quarantaine de formations et leur objectif central porte sur l'environnement et le climat. Et on y retrouve des formations de bachelier, de master ou des certificats pour permettre aux citoyens de tous âges de développer leurs compétences en la matière. Alors certes, la sensibilisation aux défis climatiques et environnementaux n'est pas encore présente partout et ça c'est regrettable, mais je pense que ça évolue positivement dans de nombreux établissements et les réflexions initiatives que vous menez ici sont un bel exemple de ce dynamisme à poursuivre. Vous me direz que nous n'allons pas assez vite, c'est vrai, mais si la volonté existe maintenant depuis une bonne dizaine d'années de développer ces questions au sein de chaque discipline, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour pouvoir enseigner une discipline avec un certain degré d'expertise, il faut avoir mené des recherches avant de pouvoir les intégrer aux différents cursus. Et c'est pour ça aussi qu'il est essentiel de soutenir la recherche, et ce, dans tous les secteurs, hein, aussi bien en sciences de la nature qu'en sciences humaines ou de la santé. Et à mon sens, ça ne s'oppose évidemment pas. Et c'est à ce niveau-là qu'une part importante des efforts de recherche est consacrée aux questions environnementales. Et je voudrais évoquer ici le plan de relance européen pour lequel, à mon initiative, il y a 32 millions d'euros qui seront consacrés à la recherche et principalement sur la recherche en matière de transition écologique. Vous le savez, la Fédération Wallonie-Bruxelles finance aussi plusieurs prix et distinctions pour les chercheurs et les étudiants qui dirigent leurs travaux vers des problématiques de développement durable. Et puis, je ne voudrais pas aussi omettre de mentionner que nous avons prévu 50 millions d'euros maximum pour des appels à projets pour permettre de rénover nos bâtiments universitaires et réussir, on l'espère, la transition énergétique de nos bâtiments, puisqu'on sait qu'il y a un point d'attention tout à fait particulier à cet égard. Voilà, je voudrais aussi élargir mon propos au-delà des enjeux climatiques parce que nous voyons toutes et tous que nos sociétés connaissent des mutations fortes depuis presque 2 décennies. Il y a évidemment la question du climat qui nous rassemble aujourd'hui, mais il y a aussi les questions liées au genre, à l'égalité des chances, à la numérisation de nos sociétés, pour ne citer que celle-là. Et tous ces défis, bien sûr, ce sont des moteurs d'innovation pédagogique importants. Et je pense qu'ils impliquent pour chaque acteur de notre système éducatif de remettre en question ses savoirs, ses pratiques, de se remettre en question soi-même en tant que citoyenne et citoyen. Et bien sûr, cela vaut au premier chef pour les décideurs politiques, y compris bien sûr pour la ministre de l'Enseignement supérieur. Et pour relever tous ces défis, on va devoir mobiliser tout ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles compte de talent et d'excellence. Et c'est vous qui êtes en train de les former, les professeurs, et vous, les étudiants, qui allez devoir relever ce challenge très important. Et je suis optimiste aujourd'hui quand je vois qu'il y a un tel nombre de personnes, d'étudiants qui n'ont pas attendu que les catastrophes arrivent jusqu'à nous pour agir. Alors, ça a été mentionné à l'instant par Monsieur Collard, il y a une nécessité de refinancer l'enseignement supérieur. Vous savez que nous sommes en train de le faire puisqu'on avait la cible de 50 millions d'euros additionnels pour l'enseignement supérieur d'ici 2024 et nous y sommes d'ores et déjà et nous allons augmenter le refinancement à hauteur de 80 millions. Bien sûr, ce refinancement pourra peut-être aussi servir à travailler sur comment faire en sorte que le climat soit mieux enseigné dans nos universités. Et donc, je suggère en tout cas que une des suites de cette conférence puisse être qu'on puisse avoir des contacts
avec mon cabinet, il y a une personne qui suit la question du refinancement de l'enseignement supérieur chez nous, qu'on puisse avoir peut-être des contacts pour ceux qui le souhaitent, continuent par rapport à ça. Voilà, je suis en tout cas ravie d'avoir pu me joindre à vous pour cette conférence. Mon cabinet, que je remercie aussi, ne manquera pas de m'apporter des échos de cette conférence, et je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps ensemble, donc si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour répondre à l'une ou l'autre question. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est avec plaisir parce qu'il nous reste encore quelques petites minutes. Donc, je vous en prie, Monsieur Zakai, peut-être si il y a une Mais question. écoutez, un grand merci pour votre intervention. Je pense qu'en effet, les mots transversales que vous avez prononcés sont assez importants. Donc, comme vous l'avez dit, les formations spécialisées se sont développées, ça c'est un fait. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment le défi, c'est de faire entrer ces questions de façon plus précise à l'intérieur des différentes formations. Et ça, c'est difficile. Comment est-ce que des ingénieurs peuvent, par exemple, dans les technologies du numérique qui se développent très fort, tenir compte des aspects énergétiques, par exemple. Quand je discute avec des collègues dans ce domaine-là, ils me disent qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, donc on développe du numérique, mais sans l'aspect environnemental. Et comment faire rentrer cela dans l'enseignement du numérique? Comment le faire pour l'agronomie? Comment le faire pour toute une série de domaines, en fait? Aujourd'hui, c'est plutôt ça le challenge que nous, on a identifié. Et il faut savoir que, bien sûr, d'autres universités que l'ULB ont des plans. Par exemple, à l'UCL, il y a un plan transition qui est très approfondi. Et donc, si on peut avoir effectivement des contacts ultérieurs, je crois que ça serait intéressant d'avoir des responsables de différentes universités qui parleraient surtout de cet aspect-là, de comment être transversal pour faire entrer les contenus de façon précise dans une série de cours et de formations où ils ne sont pas encore. Un autre exemple souvent cité, c'est l'économie, par exemple, qui n'a pas toujours assez intégré l'aspect ressources naturelles. Voilà. Je sais pas si… Oui, est-ce que peut-être je peux réagir à ce que vous venez de dire? Bien sûr, oui. C'est une réaction à chaud, et mes excuses si ce n'est peut-être pas ce que vous attendez comme réponse, mais je me dis en vous entendant que faire rentrer tout ça dans les différentes formations, comment faire rentrer la problématique climatique dans l'enseignement numérique, comment être transversal pour faire rentrer les contenus, je me demande si on ne pourrait pas saisir par exemple l'ARES de façon à ce que, parce que je vois qu'ici c'est une université qui est en pointe pour développer cette question, mais c'est une question qui va en effet, comme vous l'avez dit, dépasser l'une ou l'autre université, l'une ou l'autre haute école. Je me dis que peut-être que l'ARES pourrait s'emparer de cette question. Je sais qu'il y a déjà une réflexion qui a été menée en la matière. À voir si vous estimez que c'est une bonne idée. Moi, je propose que peut-être qu'on puisse avoir un échange qui se poursuit là-dessus avec peut-être un responsable du cabinet, parce que parfois, c'est pas toujours des mesures coûtantes ou coûteuses qui sont les plus utiles, mais peut-être envisager une réflexion dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur sur comment faire rentrer tout cela dans les différentes formations, et quelque chose qui pourrait peut-être être adressé au niveau de l'ARES pour… Je lis dans le chat encourager les mémoires interfacultaires. C'est quelque chose qui est en effet, qui me semble être une excellente suggestion qui pourrait peut-être être adressée à l'ensemble des établissements. Voilà, je ne sais pas si… Oui, je pense que c'est une bonne piste. Merci beaucoup. Peut-être que François Collard a également l'une ou l'autre question, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce sujet. Non, je pense qu'effectivement, je crois que c'est important de viser au-delà de la sensibilisation. Je crois que, d'une part, il faut déjà sortir d'un cloisonnement qui est très fort autour des sciences et des sciences appliquées. On pourrait même se demander si finalement, cette approche très, très scientifique et technique que l'on continue d'avoir du problème climatique ne participe pas un petit peu au blocage ou aux lenteurs que nous constatons. Et je suis d'avis que, à mon avis, ce serait vraiment très, très utile que les sciences humaines, les sciences économiques, le droit se saisissent aussi beaucoup de ces questions. Mais je le disais, donc il n'y a pas que la partie sensibilisation. Vraiment, l'idée, c'est de viser des compétences. Je prolonge ce que vous avez dit, professeur Zakai, pour une série de métiers où là, vraiment, ça va devenir très, très concret pour
pour pouvoir effectivement assurer du numérique, mais en ayant une empreinte carbone moins grande, pour pouvoir continuer à produire certains produits industriels en utilisant moins d'énergie, moins de plastique. Donc là, il y a vraiment des compétences qui restent sans doute encore à découvrir et qu'il importe de vraiment intégrer déjà dans les enseignements. Donc pour nous, il y a aussi cet aspect très sectoriel, très spécialisé qui doit aussi être intégré dans ces enjeux. Alors, pour terminer, je voudrais encore juste revenir sur l'expérience du groupe INSA. Alors, je pense que malheureusement, ce sera très difficile d'échapper à une forme de financement parce que la contrainte de temps a vraiment été identifiée comme un problème majeur. C'est-à-dire que si l'on veut enseigner, si l'on veut impliquer les professeurs qui ont un impact, qui ont un leadership, ce sont aussi ceux qui sont les plus occupés. Et donc, il faudra nécessairement que quelqu'un à temps plein puisse coordonner ces différentes activités. Et encore une fois, je pense que dans le contexte actuel, les universités peuvent sans doute très, très difficilement consacrer un temps plein ou 2 temps pleins ou 3 temps pleins selon leur degré d'ambition à ce type de réforme. Donc là, je pense qu'il me semblerait normal et surtout judicieux, stratégique, je dirais, de considérer que ça fait partie de l'effort que l'on fait pour la transition et que consacrer, disons, 1% de l'enveloppe budgétaire prévue pour la transition me semble être quelque chose de tout à fait raisonnable et somme toute modeste, mais pourrait avoir un impact très, très important sur l'ensemble des secteurs. Je crois que vraiment les universités doivent être perçues comme un secteur professionnel tout à fait particulier et à mon avis tout à fait stratégique parce que les universités nourrissent et irriguent tous les autres secteurs que l'on connaît. Merci beaucoup. Ce que vous venez de dire fait écho à plusieurs choses en moi. Je voulais d'abord remercier la personne qui a mis en ligne l'appel à projet ARES, voilà, l'appel à projet dont on parlait à l'instant. Je pense en effet qu'il y aura des mesures importantes, ça c'est une évidence. Peut-être aussi une réflexion sur la formation continue pour les décideurs et ce que vous venez de dire par rapport à l'approche qui est très scientifique et technique. C'est vrai que on compte déjà beaucoup et on continuera à compter beaucoup sur les plus pédagogues d'entre vous et on sait qu'on a on est extrêmement reconnaissant d'avoir pu profiter de l'expertise de plusieurs d'entre vous et j'en connais plusieurs au sein du LB qui ont pu rendre une matière aussi complexe que le changement climatique abordable. Et pour nous, c'est extrêmement précieux. On n'est pas encore sorti de la crise sanitaire actuelle et on a dû se transformer en tant que décideur politique en épidémiologiste. Moi, je suis philosophe de formation, j'ai une formation complémentaire en éthique biomédicale, donc la place de la science dans la société, c'est quelque chose que j'étais capable d'appréhender in abstracto, mais ce qu'on nous a demandé, c'était concrètement une forme de littératie médicale que nous ne possédions pas forcément. Comment est-ce qu'on appréhende un pourcentage, par exemple, comment est-ce qu'on va traduire en recommandations concrètes 98% des personnes qui sont aux soins intensifs sont des personnes non vaccinées, par exemple, ce pourcentage. Qu'est-ce qu'il veut dire en actes concrets? Eh bien, de la même façon pour le changement climatique, on doit appréhender des choses qui sont très complexes. Et l'autre jour, je me suis forcée à réfléchir ce que ça voulait dire, par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'était plus important de lutter pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est plus important de mettre un terme au nucléaire? On doit prendre la problématique par quel bout, hein? Et donc, c'est très compliqué nous, en tant que décideurs politiques, de traduire une approche scientifique et technique en recommandations pour nous-mêmes d'abord, hein, pour voir clair dans le projet, et puis aussi pouvoir être pédagogue dans notre approche. Donc, ce que vous dites est extrêmement important, hein, de pouvoir avoir cet aspect formation continue pour les décideurs, hein, qui a été évoqué aussi dans le chat, et la nécessité d'être pédagogue pour le grand public. Donc voilà, moi je serai attentive à toutes les recommandations qui pourront nous être faites, et je propose que, je ne sais pas comment vous aviez décider de procéder, mais est-ce qu'il y aura à un moment donné des conclusions opérationnelles, hein, parce que je serais vraiment ravie de pouvoir en prendre connaissance et puis voir ce que moi je peux opérationnaliser à mon niveau. Madame François,
Je peux répondre à ça. J'ai une question très courte aussi pour Madame Glatini. Bonjour Madame Glatini, Quentin Lancrenon, président des Shifters, et on a travaillé avec François et toute l'équipe de bénévoles sur ce projet. Merci pour votre intervention. Première chose à dire, on est très intéressé de prendre un rendez-vous avec votre cabinet et puis continuer cette discussion avec un petit peu plus de temps pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire avancer ce sujet-là. On a prévu en effet de sortir des conclusions opérationnelles de ce projet-là à travers un rapport et notamment aussi essayer d'en faire un petit peu de bruit médiatique. Et ma question est la suivante. Vous avez parlé aujourd'hui des millions par rapport à l'enseignement supérieur et l'augmentation des enveloppes pour le refinancement de l'enseignement supérieur. Ma question, c'est par rapport à ces budgets, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui en termes de soutien politique pour vraiment flécher ces budgets vers un plan d'action sur la transition des enseignements de manière massive au sein des universités en Belgique? Et donc, très clairement, hein, le refinancement de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose que j'ai reçu comme demande au tout début de mon mandat. Et je suis évidemment extrêmement sensible à celui-ci parce que on se rend bien compte qu'avec l'augmentation considérable et continue, et c'est une bonne chose évidemment, du nombre d'étudiants, hein, c'est la démocratisation de l'enseignement supérieur, je pense que nous sommes tous d'accord pour la saluer, il y a une pression puisqu'on est dans l'enveloppe fermée. Et donc, on a souhaité, en effet, dès le début du mandat, refinancer l'enseignement supérieur. On était à une cible de 50 millions d'ici 2024 et on sera à 80 millions d'ici 2024. Et on est à 50 millions cette année. Donc, on est en train de refinancer massivement l'enseignement supérieur. Je ne vous cache pas que la cible numéro 1, c'est avant tout répondre à cette désubsidiation par étudiant qui est très importante puisque la population étudiante augmente. Et donc, c'est permettre aux établissements d'augmenter le taux d'encadrement. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait clair au niveau des priorités que nous allons poursuivre, avec également une réflexion sur la révision de la loi de financement, puisqu'on sait qu'on est dans une logique où, avec un financement par étudiant, il y a beaucoup de concurrence entre les établissements. Et moi, je serais ouverte à des propositions qui seront faites par les établissements eux-mêmes. Évidemment, il faudra qu'ils soient un petit peu consensuels. Hein. Donc, s'il y a des recommandations qui nous sont faites par rapport à des mesures qui seraient nécessaires pour mieux enseigner le climat dans les universités, comment mieux faire, on y sera évidemment attentif. Hein. Les montants dont je parlais tout à l'heure, qui ont été dégagés dans le cadre du plan de relance européen, donc les 32 millions pour la plateforme de recherche scientifique autour de la transition écologique et les 50 millions pour les bâtiments pour soutenir la transition énergétique de nos bâtiments, pour améliorer les performances énergétiques de nos bâtiments. Ce sont des montants que je n'ai pas... ce sont des montants qui ont été concertés avec les établissements eux-mêmes, hein, donc ça fait partie de concertation avec le secteur lui-même. Donc, moi, je serai attentive à tout ce qui viendra du secteur. Donc, si vous avez des propositions à faire, vraiment, n'hésitez pas à les transmettre. Simplement, il faudra assurer que ce soit quelque chose de mainstream ou de suffisamment consensuel pour qu'on puisse les mettre en évidence. Et donc, moi, je salue toujours avec beaucoup de bonheur quand on a des recommandations qui sont unanimes, hein, donc qui sont aussi bien qui viennent des universités que des hautes écoles, que de la promotion sociale, pour voir comment on peut soutenir les établissements pour mieux enseigner le climat dans l'université. C'est bien clair, on va donc faire notre travail de fourmi vite pour aller créer ce consensus et venir vous l'apporter sur votre bureau au plus vite. Mais voilà, merci en tout cas pour ces propositions. Vous savez qui contacter dans mon cabinet, je crois que oui, il y a un contact, oui. Très bien, ça va. Oui. Mais merci infiniment. Hein. Vous disiez que c'était dynamique avant d'arriver, mais après votre arrivée, c'est encore plus dynamique. Donc, merci beaucoup pour votre… Encore une fois, et on ne va pas manquer de vous recontacter parce que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir beaucoup d'effets, en fait, non seulement pour les universités, mais pour la société. On en est vraiment convaincus. Et… Oui, je suis convaincue que vous avez raison. Et mais vraiment, ce ne sont pas des mots, je vous suis vraiment très reconnaissante parce que je suis aussi saisie par ce sentiment d'urgence et je crois qu'il faut que, une fois de plus, hein, nos universités, nos établissements d'enseignement supérieur sont les fers de lance de ça. Hein, donc, vraiment attirer l'attention sur la nécessité d'enseigner le climat dans nos universités et puis
vraiment réussir ce tournant majeur pour. Ce n'est même pas, c'est un tournant majeur pour l'humanité. Hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, merci une fois de plus d'être les fers de lance de ce combat-là. Et Merci bonne encore. suite, et je prendrai connaissance des conclusions avec grand plaisir. À bientôt. Hein. Bonne journée, Madame Glatini. Au revoir. Au revoir. Bien. Il nous reste environ 55 minutes et on a également Charline Urbain, donc vice-rectrice développement durable, qui va intervenir. Quentin, peut-être vous pouvez vous déconnecter et ainsi, il faudrait qu'on voit comment on gère ce temps. Et bien sûr, il y a énormément de questions et de réactions. Est-ce que, François, en 10 minutes, tu pourrais peut-être terminer de présenter ce que tu voulais présenter parce qu'il y avait, il me semble, encore des éléments? Oui. Ou est-ce que tu ne veux pas le faire? Alors, je pense qu'on pourrait éventuellement... Je pense Ne pas le faire? je crois Ok. que, vu l'audience, ce qui allait être développé peut-être fait déjà consensus. D'accord. Ça Donc, va. À ce moment-là, on va demander à Charline Urbain d'intervenir. Et puis, tous les 4, où on va répondre à un certain nombre de questions. Ça ne sera pas facile parce qu'il y en a beaucoup, mais on va essayer de les choisir. Donc, Charline, je t'en prie. Merci beaucoup, Edwin. Merci donc à Edwin Zakai et à toutes les personnes qui œuvrent au pôle environnement et société de l'ULB, qui est donc ce cycle de conférences qui a pour but de mettre en lien de façon transversale les différents acteurs de la transition. Et donc, je suis ravie aujourd'hui d'être là pour parler de ce thème évidemment important. Et je remercie beaucoup les Shifters Belgium pour cette magnifique présentation. Merci François pour ta présentation très claire et vraiment, voilà, c'est un constat très important et je trouve que tu le relates de façon extrêmement claire et on a noté notamment via l'intervention de la ministre dont je salue la présence. Je pense que c'était vraiment extrêmement intéressant aussi de pouvoir entendre son point de vue à ce niveau. L'importance d'être clair dans la manière de transférer ces connaissances, de les diffuser, de diffuser les conclusions de ces études de la manière la plus limpide possible pour que les actions puissent être prises en conséquence. Donc, merci beaucoup pour ça et puis bien sûr aussi pour votre travail. Et on le disait, majoritairement bénévole, voire essentiellement bénévole, essentiellement bénévole et qui est extrêmement indispensable et d'avoir aussi mené ce travail dans l'ensemble des universités belges. Je pense aussi que c'est vraiment un défi qui est de taille et on est ravis de pouvoir bénéficier de ce type d'informations. Donc, bravo et merci beaucoup pour tout ça. Alors, quant à moi, mais donc, je vais, en tant que vice-rectrice au développement durable de l'ULB, vous parler un petit peu de comment on voit les choses à l'intérieur d'une institution comme l'Université libre de Bruxelles, sur la manière de mettre en œuvre ces changements au niveau de l'intégration des notions de durabilité dans nos enseignements. Alors évidemment, moi ici, je suis le porte-parole, mais c'est le travail de l'ensemble des différents corps d'une institution. On sait à quel point nos étudiants et étudiantes, on en parlera tout à l'heure, sont extrêmement attentifs à cette question, à quel point les professeurs, les enseignants, les chercheurs, les experts de nos universités travaillent à ces aspects, souvent de façon individuelle, avec leur bâton de pèlerin, avec leur propre motivation, connaissant aussi l'entièreté de la charge. On en a parlé aussi avec Madame la ministre, l'entièreté de la charge qu'ils ont à relever, et qui plus est dans un contexte de pandémie comme celui qu'on connaît. Et bien sûr, le travail des membres du personnel administratif de l'université qui, dans la coordination du plan climat, dans le portage opérationnel de l'ensemble de ces projets, permettent de faire avancer nos réflexions en matière d'intégration des notions de durabilité dans les enseignements et de nous permettre aussi de voir ce qui est
faisable, mais aussi ce qui, contre toute attente, est peut-être plus compliqué. On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir des personnes, des coordinateurs de projets, des porteurs de projets qui permettraient de travailler, d'œuvrer à l'intégration de la durabilité dans les enseignements. Et on voit que parfois, c'est vraiment ici, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre nom, le shift, voilà, les shifters, c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de manière de voir l'enseignement, et que donc c'est réellement toute la communauté. Et comme le disait Madame la ministre Glatini, c'est probablement aussi de l'ensemble des institutions. Et donc cette réflexion commune de mettre ensemble autour de la table les différentes hautes écoles, universités, autour de ces questions pour venir avec... Alors on n'aura pas tous le même point de vue, mais certainement on peut s'entendre de façon consensuelle sur l'urgence et l'importance d'intégrer au plus vite ces enjeux dans la formation, en tout cas de façon beaucoup plus conséquente que ce qui n'est le cas aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu pendant quelques minutes pour laisser place, comme on l'a dit, aux questions et à toutes les personnes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui et qui ont envie de débattre avec nous. Mais donc, je vais simplement pendant quelques minutes vous expliquer ce travail à l'ULB. Donc, il y a bien sûr, on en a parlé, l'ensemble des masters spécialisés qui, depuis de nombreuses années, des décennies, intègrent les enjeux de la durabilité dans leurs enseignements. On a aussi les initiatives, comme je le disais, individuelles de professeurs ou de chercheurs au sein de différentes facultés pour intégrer dans leurs cours ces connaissances. Mais ici, réellement, depuis en tout cas un certain nombre d'années, on voit vraiment cette volonté, et on a vraiment cette volonté à l'Université libre de Bruxelles d'intégrer de façon structurelle, de créer des changements structurels dans l'intégration de ces notions au sein des différentes filières, donc intra-filière, mais aussi interfilière, c'est-à-dire cette volonté de développer une transversalité dans l'approche dont on en a parlé, qui est absolument manquante aujourd'hui et absolument essentielle pour réaliser cette transition. Et donc, on a de manière de nouveau spontanée quelques facultés qui ont déjà commencé le chemin. Je pense notamment à la Solvay Brussels School avec la Sustainable Development Initiative, ou l'école polytechnique qui a nommé récemment un vice-doyen à la transition et 2 adjoints étudiants à la transition, pour ne citer que, mais il y en a d'autres aussi. Mais on a vraiment, au sein de la réflexion institutionnelle et en lien avec le plan climat qui a été voté, le plan climat de l'ULB qui a été voté en 2019, il y a un volet donc enseignement et un volet recherche à ce plan climat, pas uniquement un volet opérationnel qui vise à réduire donc, nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce volet enseignement du plan climat, il y a vraiment cette volonté de pouvoir intégrer la durabilité dans les enseignements à l'intérieur de chaque filière. Et donc là, notre projet, en tout cas la proposition que l'on va étudier, et avec une trajectoire et des deadlines qui sont vraiment à court et à moyen terme. Donc on a vraiment pour ambition de mettre ça en place dans les mois qui arrivent, de pouvoir étudier la possibilité de permettre en tout cas d'inciter très fortement chaque faculté à réfléchir à des propositions qu'elle pourrait nous faire sur comment intégrer ces notions dans leurs filières respectives. On sait aussi que la transition, elle se réussit, donc on l'a dit, par la transversalité, mais aussi par la co-construction, et que donc une mesure simplement top-down d'une institution qui dirait voilà, il faut intégrer, il faut venir mettre du vert dans les cours n'aurait aucun sens, et que c'est vraiment à chaque faculté, à chaque discipline de aussi formuler ses propositions sur la manière d'intégrer ces aspects-là, et évidemment avec l'aide des experts, que ce soit au sein du personnel administratif ou des experts sur le plan scientifique ou pédagogique qui peuvent nous aider pour ces aspects-là. Et donc ça, c'est vraiment une première chose que l'on va travailler. La deuxième chose, c'est de créer des modules de formation transversale, donc vraiment qui intègrent de façon interdisciplinaire des experts issus de différentes disciplines. Et ces modules de formation, on va vraiment essayer qu'ils soient accessibles
aux étudiants dès les premières étapes de leur parcours universitaire, donc en bachelor, et qu'ils puissent être accessibles de façon continue. On a parlé, évidemment, c'était aussi très intéressant, de l'importance de poursuivre cette formation continue et notamment de donner accès à ce type de vision transversale pour des étudiants qui seront réellement tout le monde sera touché par la transition, mais il y a aussi vraiment ceux, vous avez eu des termes plus adéquats tout à l'heure pour le dire, mais dont le travail va littéralement être modifié à 100% et 100% touché par ces questions-là. Alors, dans la question donc, de la transversalité, dans le constat alarmant de votre étude, on voit donc le fait qu'il y a une faible intégration de ces notions aujourd'hui dans les cours, mais on voit aussi qu'il y a majoritairement une intégration de ces notions au niveau des sciences et des sciences appliquées. Ça faisait partie de votre conclusion. Et donc, on sait aussi qu'il y a voilà, un aspect absolument indispensable d'intégrer plus les sciences humaines. Donc ça, c'est quelque chose dont on a conscience, d'intégrer plus les sciences humaines dans ces enjeux d'adaptation de l'enseignement face à la transition. Et donc là, par rapport à ça, je crois qu'il y a aussi une manière de pouvoir aider les enseignants à s'approprier ce type de connaissances. Pour être moi-même chercheur en neurosciences et sciences cognitives, on a énormément de spécialistes des questions de résistance au changement, de régulation émotionnelle, voilà, pour ne parler que de ma discipline, mais de spécialistes de l'anxiété, de spécialistes de l'adaptation. Et aujourd'hui, vous allez peut-être retrouver ces mots-clés dans leur fiche de cours, et peut-être que dans leur cours, ils font des liens avec ces défis et ces enjeux sociétaux. On sait à quel point notre université a à cœur depuis de très nombreuses années d'intégrer les différents enjeux sociétaux dans ces enseignements. Et donc, je ne serais pas aussi étonnée qu'il y ait un certain nombre de professeurs qui fassent un certain nombre de choses, même si ce n'est pas directement flagué comme étant environnemental, mais dans le travail, c'est plus d'intégration de ces notions, mais aussi plus de mise en lumière et de valorisation de ce qui est fait dans une université. Ça, je pense que ça passe par un travail aussi d'amélioration de la communication. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, l'ULB serait voilà, tout à fait heureuse de participer, de développer un partenariat avec les shifters pour identifier ensemble des manières de mettre mieux en lumière ce genre de choses, et donc aussi par ce biais pour nous d'identifier là où ça manque de communication, mais là où il manque aussi de travail au niveau des enseignements. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Et comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment une implication de nos étudiants pour cette question qui est très, très forte. On a, il y a quelques semaines, voté au conseil d'administration de l'ULB la création d'un bureau des étudiants en transition. On sait que ces étudiants, donc, qui regroupent à la fois des étudiants élus ou représentants des différentes instances étudiantes de l'ULB, mais également des étudiants de la transition, acteurs de la transition. Et on sait que le fait d'intégrer plus de durabilité et de façon transversale dans les enseignements à l'ULB est une question qui leur tient extrêmement à cœur. Dans ce bureau des étudiants en transition, on va notamment avoir une formation via la fresque du climat, et une de leurs propositions, voilà, ils n'ont pas encore tout à fait officialisé, mais dans les discussions qu'ils avaient, était la possibilité de eux-mêmes aussi venir sensibiliser leurs propres professeurs, et que la sensibilisation finalement vienne des différents acteurs, à la fois dans une envergure institutionnelle, mais aussi à la fois de par les étudiants et les différents corps. Donc, voilà. Alors, peut-être parce que je ne veux pas, comme je le disais, prendre trop de temps, la dernière chose qui me semblait importante à dire, c'est encore deux choses. Une chose concernant la recherche. Donc, la ministre en a parlé tout à l'heure. On est aussi convaincu à l'ULB que un professeur, un enseignant est aussi
un chercheur ou directement en interaction avec le domaine de la recherche. Et donc, il est indispensable de développer ces notions, donc le soutien au fait d'intégrer la durabilité à la fois dans les enseignements, mais aussi dans les recherches, et de venir soutenir d'un point de vue financier ce type ces enjeux-là, parce que, comme le disait très bien Madame la Ministre tout à l'heure, c'est en transformant nos propres recherches, en intégrant ces notions dans nos propres recherches, qu'on envisage cette transversalité et qu'on peut ensuite pouvoir les enseigner de façon plus optimale. C'est pour ça que chez nous, ces missions vont de pair. Et ces missions, donc la mission, les 3 missions des universités, donc de l'enseignement, de la recherche, mais également du service à la société, et donc l'importance de travailler auprès de nos enseignants-chercheurs ce travail de valorisation de la recherche et de vulgarisation des connaissances. Et donc, par exemple, le pôle environnement et société ici est un exemple de service que l'on met à la société pour pouvoir, ici à l'ULB, pour pouvoir diffuser ces connaissances et aussi former à travers ce type d'expérience nos enseignants-chercheurs au fait de clarifier ce type de message, de le vulgariser pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'était vraiment cette importance par rapport à la recherche. On a aussi, dans ce contexte, développé grâce à la cellule communication de l'ULB des rencontres entre journalistes et chercheurs, notamment sur les questions climatiques, les questions de la pandémie, qui, je pense, permettent aussi de créer ce lien qui est important. Et enfin, grâce également à la cellule communication, travailler l'éducation à la complexité à travers notamment un webzine qui met en lien, qui est créé par les étudiants et pour les étudiantes, et qui va mettre en lien les étudiants, mais également les doctorants, et donc l'ensemble des différents représentants au niveau enseignement et recherche, les professeurs et les étudiants et les doctorants ensemble autour de questions complexes, et notamment évidemment des questions qui traitent de la crise climatique ou sanitaire. Donc voilà, alors enfin, donc je réitère l'importance pour nous et la volonté de pouvoir collaborer sur le développement d'une amélioration de la communication et aussi de nos outils, parce qu'on a aussi donc comme je le disais, le service environnement et mobilité de l'ULB qui est extrêmement actif, qui coordonne le plan climat, qui travaille beaucoup sur toutes ces questions, bien évidemment, a eu cette ambition de réaliser un inventaire avec les équipes des départements enseignement, de réaliser un inventaire des différents cours qui existent à l'ULB. On a nos propres chiffres, vous avez vos propres chiffres. Comment, en fonction des méthodes, pouvoir comparer nos méthodes, pouvoir les améliorer et pour pouvoir tirer bénéfice en fait de ces expériences communes. Ça, c'est vraiment pour ce partenariat-ci, mais également l'importance d'avoir un partenariat entre les différentes universités, comme le proposait Madame la Ministre, qui est vraiment extrêmement important, et donc de pouvoir se mettre ensemble autour de la table et formuler des propositions sur les besoins des universités afin de réaliser ce défi de taille, mais évidemment d'importance. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions. Dans le Q&R, il y a déjà des questions auxquelles on a répondu. C'est Quentin qui a répondu. On va peut-être commencer par celle où il n'y a pas encore de réponse. François, est-ce qu'il y en a qui vous tentent là-dedans? Alors, je suis en train d'ouvrir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont… François, oui. J'ai déjà un peu répondu par écrit aux questions, puisque je ne voulais pas que les gens attendent trop longtemps que leurs questions ne soient pas répondues. Mais si tu veux, je peux faire répartir un peu les questions qui sont posées et on peut essayer de répondre tous ensemble. Oui, il y avait une première question de la part de Hussein Zaidan sur un petit peu l'influence du marché des industries sur les universités, ce lien entre les industries et les universités, et comment est-ce que notre étude un peu prend en compte ce lien. C'est la partie que tu n'as pas eu le temps d'expliquer. Peut-être tu veux rajouter quelques réflexions là-dessus sur l'importance de donner les compétences aux industries, et aussi comment les industries, elles, sont demandeuses de ces compétences et peuvent arriver les universités à faire changer.
Oui, alors c'est un sujet qui est très délicat parce que je sais que on touche indirectement à l'indépendance académique des universités. Je sais que les universités ne veulent pas se voir comme étant des instituts de formation au service des entreprises. Néanmoins, c'est évident qu'on ne peut pas non plus être complètement aveugle au fait qu'il va y avoir des besoins très forts dans les années à venir. Alors, très sincèrement, c'est une question qu'on aurait beaucoup aimé pouvoir, en tout cas, étudier dans le cadre du projet. On s'est vite rendu compte que c'est un travail absolument titanesque. On avait pris quelques contacts avec notamment des agences de consultance pour leur proposer des missions pro bono précisément sur cette question, parce qu'effectivement, elle est très importante. Jusqu'à présent, elles n'ont pas abouti. On attend la réponse d'une de ces agences. Mais un des cabinets de consultance qu'on avait contacté et qui est déjà dans son ADN assez intéressé par les questions de durabilité, nous avait clairement dit qu'effectivement, eux constataient qu'il était déjà aujourd'hui difficile de trouver des profils, notamment des ingénieurs qui ont une bonne connaissance, par exemple en économie circulaire ou sur une série d'enjeux, compétences qui commencent déjà dans certains secteurs aujourd'hui à être demandées. Donc, le risque ici, c'est de se retrouver dans une situation similaire à ce qu'on a connu dans les années 90, quand on a vu un boom de l'informatique, où on avait vraiment beaucoup de mal à recruter des informaticiens, ou simplement aujourd'hui, avec tout ce qui est le big data, l'intelligence artificielle, ce sont des profils qui sont aujourd'hui hyper demandés et pour lesquels il y a clairement pénurie. Donc, quelque part, si la transition se passe comme on le souhaite, le risque, évidemment, c'est de se retrouver bloqué par manque de compétences ou de profils. Et alors, je rebondis quand même sur la question recherche et innovation qui avait été évoquée par Madame Urbain. C'est que, évidemment, l'enseignement nourrit la recherche et la recherche nourrit l'enseignement. Et on sait que des innovations, on va en avoir besoin beaucoup, pas seulement des innovations technologiques, mais même sur des modes de fonctionnement. Or, si on ne veut pas être à la merci, je dirais, de brevets étrangers, pour faire simple, il est tout à fait crucial de vraiment d'attaquer ces questions, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de solutions qui doivent être développées. On entend souvent, à mon avis à tort, que toutes les solutions sont sur la table et que tout ce qui manque, c'est du courage politique. Je pense que si toutes les solutions étaient effectivement sur la table, on n'aurait plus de problèmes climatiques, et que si on a l'impression que toutes les solutions sont sur la table, c'est qu'en fait, il reste des solutions sous la table qu'il faut dénicher, qu'il faut construire. Et je crois que la tâche est tout simplement énorme à ce sujet-là. Top, merci. Edwin, je sais pas. Une question relativement facile, ça concerne les hautes écoles. Quelqu'un qui dit qu'ils sont tout à fait preneurs, mais donc... On n'en a pas parlé. Oui. On n'a pas parlé. Alors, Antoine, qui fait partie de l'équipe des développeurs de l'algorithme, a terminé récemment de coder l'algorithme pour les hautes écoles. Donc, il est prêt. On doit simplement, au niveau de l'équipe, prendre le temps de vérifier s'il fonctionne correctement, faire peut-être quelques retouches. Et on espère donc, disons pour janvier au plus tard, avoir sur le site Internet aussi l'ensemble des hautes écoles. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Ce ne sera pas l'ensemble des hautes écoles parce que toutes les hautes écoles n'ont pas un site web sur lequel on peut trouver la description des cours. Donc, pour cela, malheureusement, l'algorithme est tout à fait impuissant. Mais je pense qu'on a quand même une vingtaine de hautes écoles. Antoine, je ne sais pas si tu veux intervenir. En tout cas, non, c'est tout à fait correct ce que tu as dit. Pour certaines hautes écoles, il y a des personnes qui sont chargées de cela, notamment à l'effet que justement une personne qui est connectée là. Donc, il y aura moyen de prendre contact avec ces personnes pour vous aider. D'ailleurs, peut-être pour compléter la réponse, François, on a la volonté de prendre contact aussi sur le portage politique de nos recommandations avec les hautes écoles, puisqu'on a bien entendu la réponse de la ministre qui nous a dit démontrez-nous qu'on a besoin tous ensemble de bouger de manière consensuelle dans ce sens-là. Et donc peut-être François, je voudrais t'inviter à repartager ton écran et mettre le slide de fin, puisqu'il est toujours plus facile que vous nous contactiez qui vous voulez engager sur cette étude, les résultats de cette étude, à travers vos institutions et vos organismes, de nous contacter par email, et comme ça on prévoit une petite discussion pour faire corps justement et essayer de faire avancer ces sujets-là rapidement parce qu'ils sont ô combien urgents. Voilà, donc vous pouvez nous contacter l'adresse email educationforclimate@theshifters.org, ou bien si vous allez sur le site internet educationforclimate.be ou .org,
vous pourrez aussi trouver les informations de contact. Alors, il y a des questions sur les billets de la méthodologie, par exemple, les mots-clés. Est-ce qu'ils ne sont pas trop orientés sciences appliquées? Ça recoupe un peu ce que a dit Charline d'ailleurs. Par exemple, frein au changement, qui serait un mot intéressant, mais qui ne serait pas repris dans votre méthodologie. Et une autre question technique, c'est est-ce que l'étude a mis en évidence des disparités entre communautés, voire entre régions? Alors, pour répondre à la première question, oui, on est tout à fait modeste par rapport au contenu du dictionnaire. Je pense que là, on touchait un peu à la limite de l'expertise que nous pouvions apporter. Donc, encore une fois, je vais continuer de collaborer là-dessus pour pouvoir améliorer l'algorithme. La deuxième question était… Est-ce qu'il y a des disparités entre communautés ou entre régions dans l'offre d'enseignement? Excusez-moi, je vous ai perdu. Est-ce qu'il y a des disparités entre communautés ou régions dans l'offre d'enseignement? Non, excusez-moi. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre de l'équipe veut répondre à cette question? Peut-être Antoine, tu as bien analysé les chiffres. François, tu nous entends de nouveau? Non. Bonne question. Je dois dire que je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans l'étude des résultats pour dire maintenant qu'il y a vraiment de disparité, par exemple, entre régions ou même universités. On n'a pas voulu pour le moment faire d'analyse précise sur les différentes universités, parce que ce qu'on voulait voir, c'était les résultats globaux. Et aussi parce que, comme François l'a dit juste avant, le dictionnaire en lui-même doit encore être amélioré. Donc là, ce qu'on vous a présenté, c'était des résultats préliminaires. Et bien sûr, dans le futur, si même des universités ou des autres écoles sont intéressées d'avoir des résultats sur leur établissement, ils peuvent tout à fait nous contacter, quoi. Ouais. Oui, effectivement, donc pour compléter ça, c'est vrai que déjà, peut-être qu'on prend certains enseignants par surprise qui n'ont pas complètement mis à jour leur description des cours. Donc, on n'a pas voulu être complètement ingrat par rapport à ça. Et, aussi, compte tenu, on l'a mentionné, du fait que les universités sont de fait dans une situation de concurrence de par le système de fonctionnement du financement. On n'a pas voulu aggraver les choses et commencer à vouloir créer un ranking. Ce n'est pas du tout l'objectif de notre mission de créer une classification entre universités. Maintenant, cela étant dit, si vous allez sur le site internet, vous pouvez par vous-même compiler toutes sortes de données et faire des comparaisons si ça vous parle. Mais pour nous, ce n'était pas vraiment l'objectif principal du projet. D'accord. Peut-être une question, notamment pour Charline aussi. Quelles sont les résistances à l'intérieur des universités pour faire avancer ce type de projet? On a parlé des résistances et des difficultés en termes financiers, mais il y a sans doute d'autres difficultés. Est-ce qu'on peut en parler brièvement? Mais donc, je pense que en matière de résistance, je crois que c'est vraiment le fait de pouvoir… Il y a cette prise de conscience, je pense que tout le monde a cette volonté, en tout cas dans l'institution, on sent vraiment que de toutes parts, il y a cette volonté de changer les choses, d'accélérer, de vraiment, parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont évidemment mises en place depuis, comme je le disais, parfois des années, voire des décennies, mais vraiment de donner un coup d'accélérateur. Et je pense qu'il y a une composante de temps, donc de surcharge de travail, qui empêche parfois la prise de recul, d'où l'importance d'avoir ces coordinateurs de projet, mais pas que aussi. Et c'est là c'est un ensemble de solutions. Donc, c'est-à-dire que pour aider les professeurs, donc il faut à la fois pouvoir les former, leur donner du temps, pouvoir les soutenir. Donc ça existe déjà à l'ULB, mais c'est aussi de manière vraiment institutionnelle de prendre une décision, d'amener l'ensemble des facultés à un moment de poser une action et de voter le fait d'intégrer ces notions de durabilité dans leurs enseignements, chacun à sa manière, chacun avec ses propres propositions. Et donc, je dirais que la contrainte temporelle, voilà, est quand même quelque chose qui joue.
Je crois que pour certaines filières, il y a le fait, comme je disais, d'avoir un shift sur… En fait, elles œuvrent, je donnais l'exemple de la psychologie, mais en fait, c'est parce que je parlais d'une discipline que je connais mieux, mais je suis certaine que c'est le cas dans la majorité, enfin dans énormément en tout cas de disciplines au niveau, par exemple, des sciences humaines, où les thématiques qui sont étudiées, qui sont enseignées, œuvrent directement à la transition. Je pense pas aux migrations, à la sociologie, aux sciences politiques, enfin, touchent inévitablement à la transformation des sociétés pour pouvoir faire face aux défis environnementaux et climatiques, mais simplement dans la manière de le traduire, dans la manière de mettre cela en lumière au regard des objectifs du développement durable, voire dans la manière de le communiquer, il y a certainement besoin d'un soutien aussi au niveau des compétences de communication, au niveau des compétences. Et donc, c'est un shift de présentation et de regard sur ce que l'on enseigne, pas toujours le changement de ce que l'on enseigne. Et donc, c'est cette dimension-là, je pense, qui est importante à travailler, mais on ressent énormément d'enthousiasme de toutes parts pour pouvoir le faire, et on est vraiment très optimiste sur le fait qu'on va pouvoir y arriver assez rapidement, en tout cas à l'université. Moi, merci pour cette réponse ou cet élément, cette addition au débat. J'aurais voulu rajouter quelque chose par rapport à votre intervention tantôt, notamment sur la formation des professeurs. Et il y avait une question dans le chat sur ce sujet-là auquel j'ai également répondu, de l'importance cruciale de former les formateurs, qui est un vrai sujet. Pour apporter de l'eau au moulin, en fait, c'est quelque chose qui a déjà été rencontré comme barrière dans la transition d'enseignement par le Shift Project. Et la communauté des shifters a également en fait, fait un site internet qui s'appelle enseignerleclimat.org, qui est un début que normalement vous devriez voir apparaître à votre écran. Et qui a pour but justement de mettre en commun l'ensemble des professeurs qui veulent s'auto-former ou former ou voir ce que font leurs pairs sur certains sujets. Vous pouvez voir ici qu'il y a 2 onglets sur ce site, c'est l'onglet de présentation, et il y a une partie ressources qui vous permet de retrouver l'ensemble des cours que les professeurs partagent entre eux, covoiturage et journalisme. Voilà, là, il y a tout un tas de sujets, de droit des biens publics et ce genre de choses, que vous pouvez bientôt, normalement, le projet ici a pour but de pouvoir filtrer par typologie de ressources. Mais il y a également aussi une communauté ou un espace communauté donc c'est une plateforme qui est relativement neuve, mais qui permettra derrière de partager, un peu comme un forum, des sujets, de dire moi j'aimerais bien enseigner tel sujet dans mes classes, dans mes cours, de manière volontaire. Par contre, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances, qui peut venir m'aider? Et donc le but du jeu ici, c'est de faire vivre un peu cette plateforme. Et donc, ça apporte un élément de réponse peut-être à cette chose qui est en train de se créer à l'ULB, mais là, inter-organisme, inter-département et inter… Voilà. Oui, c'est très intéressant. Je n'avais pas vu ça. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Il faut communiquer là-dessus. Et ça fait aussi écho à une des questions qu'il y a dans le QR là, de Fabrice Paulac, qui explique qu'il a développé certains cours particuliers. Il a envoyé cette proposition de service à une série d'écoles. Et il y a un collectif de 5 nouveaux enseignements qui a développé toutes sortes de formes de formation et qui demande: existe-t-il une plateforme qui centralise ces propositions de service au lieu que chaque personne, comme dans mon cas, fasse sa promotion individuelle est-ce qu'il existe quelque chose de groupé? Je ne sais pas. Oui, là, je n'ai pas de réponse à cette question, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions. Il y a peut-être quelqu'un qui répond ici, Émilie Moutombo, merci pour la réponse. Je n'ai pas de réponse pour la question des offres. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, sur ce sujet. OK. Alors, est-ce qu'on voit encore d'autres questions? Il y a beaucoup de commentaires, mais je cherche à voir s'il y a encore des questions. Les billets, on en a parlé. Les freins, on en a parlé.
Peut-être une petite réflexion Oui. par rapport à un commentaire de Roland Moreau sur le fait que voilà, pourquoi demander finalement aux universités de faire le travail plutôt que les entreprises. Oui. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que, enfin, on peut être partiellement d'accord avec ça, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la majorité du tissu industriel et économique est formé par des PME qui, de toute façon, n'auraient pas du tout les moyens de former leur personnel sur des questions aussi pointues. Alors peut-être que des grandes multinationales peuvent se permettre de mettre en place des modules de formation, mais ça ne toucherait finalement qu'une petite minorité des gens. Et surtout, je crois que il est comme les universités ont une valeur à ajouter en matière d'enseignement qui est à mon avis inégalable en matière, je pense quand même d'esprit critique. Et donc, je crois que là, ce serait quand même un petit peu dangereux de laisser au monde des entreprises le soin de former elles-mêmes les personnes, même si je suis convaincu qu'il y a aussi des grandes entreprises qui vont et qui peut-être déjà le font, forment leurs employés sur certains aspects de cette durabilité. Mais je pense que ça doit être autant que possible une affaire de bien public, je pense dans l'intérêt de tout le monde. Oui. Je voudrais peut-être relier encore une dernière question, enfin peut-être pas une toute dernière, mais une question d'un diplômé de master en environnement, justement, qui est Hubert De Plus et qui est enseignant, enfin il ne le dit pas là, mais il est enseignant en fait dans le secondaire et on avait fait un mémoire ensemble, il avait fait un mémoire sur la formation des enseignants du secondaire en montrant que c'était assez faible sur ces questions-là. Alors, ce n'est pas tout à fait le sujet ici, mais c'est vrai que je voudrais en profiter pour souligner cet aspect-là, en fait, qui a du travail à faire dans les hautes écoles sur la formation de ceux qui vont donner cours dans le secondaire. C'était un point clé et Hubert De Plus a notamment des infos là-dessus. Bon, Non, tout ça a été très riche. On n'est pas obligé d'attendre 14 heures. On peut aussi clôturer. Est-ce que vous voulez encore dire un petit mot de clôture? Moi, j'avais une petite Oui. question. Je me demandais, donc vous avez parlé tout à l'heure dans un moment, en fait, ma question, c'est de savoir si vous avez fait cette analyse-là des secteurs qui sont vraiment réellement ceux qui vont être directement impactés, dont le métier, dont la formation va être à 100% transformée par la transition, et de pouvoir identifier, parce que je pense qu'il y a et le défi évidemment d'intégrer la durabilité dans les enseignements, de l'intégrer de façon transversale, les liens à la recherche dont on a parlé, mais il y a aussi s'assurer que ceux qui vont devoir prendre les outils, on va le dire, même si ça n'est pas que au niveau technique, en main, soient parfaitement formés. Est-ce qu'on a une représentation de ces secteurs, même si bien sûr on peut en imaginer un certain nombre, mais est-ce que vous avez étudié ça? Non, encore une fois, c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire. Je pense que c'est très, très difficile parce que je crois que c'est quand même difficile aussi pour tout le monde de se projeter complètement dans un monde transitionné. Donc, je pense qu'il y a quand même une réelle difficulté à pouvoir visualiser vraiment, à mon avis, les besoins. Alors, si on suit juste les indicateurs des financements, bon, ben, ça va vers la mobilité, vers la construction, vers les secteurs de l'énergie en priorité. Donc, c'est là qu'il y aura les investissements. Mais je pense qu'il y a tellement de domaines dans lesquels il faut évoluer. Juste une petite anecdote, j'entendais une des avocates de l'affaire du siècle en France qui disait que pour elle, c'était presque un peu un miracle que le jugement était rendu en la faveur que l'on sait, tant le droit est assez pauvre par rapport à ces questions environnementales et climatiques, et que les juges sont obligés de prendre quand même des libertés assez grandes par rapport à l'interprétation de certains textes pour quand même essayer de défendre l'environnement. Donc, voilà, l'exemple du droit est un exemple, à mon avis, où il y a énormément aussi de travail à faire. Et l'on sait que très vite, on est confronté à des éléments de droit, quel que soit le domaine, le secteur d'activité dans lequel on est. Et on pourrait dire la même chose pour l'économie. Mais je vois que Quentin veut peut-être aussi compléter la réponse. Oui, je veux compléter la réponse pour Madame Urbain avec le travail qui est en train d'être réalisé actuellement par le Shift Project en France, qui s'appelle le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'intéresse à la question de comment est-ce que les secteurs industriels peuvent-ils exister dans le respect des contraintes climatiques qu'on a et surtout se transformer et transitionner. Il y a tout un volet du PTF qui va se consacrer à la question de l'emploi. Il y a le rapport intermédiaire qui est sorti de la part du Shift Project.
et qui va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour changer les emplois et donc les compétences des gens pour la transition dans des secteurs aussi divers et variés que l'industrie, que la mobilité, l'enseignement, la santé, la culture. Et donc, ce n'est pas une réponse en soi, c'est un endroit où aller chercher probablement des réponses à votre question. Mais je pense que, allez, à peu de choses près, ou à certains égards, on peut comparer la Belgique et la France par rapport à certains de ces secteurs, bien évidemment, qui ne vont pas être complètement différents. Et donc, il y a potentiellement des éléments de réponse à aller chercher dans ce deuxième volet de l'emploi qui devrait sortir normalement d'ici la fin du mois de décembre. Ok, merci. Et éventuellement, moi, je voudrais bien conclure par une remarque ou une invitation, Elouine, si possible. Je continue? Non, je voulais juste conclure. Je ne sais pas si Elouine voulait qu'on clôture ici, et donc voilà, mais je voulais, et merci pour les personnes qui lancent le lien de l'étude dont j'ai mentionné dans le chat. Mais moi, je voulais peut-être déjà remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont venues à ce séminaire et plus peut-être parler du travail qu'on fait chez les shifters. Vous avez probablement entendu à travers les propos de la ministre qu'il y a encore énormément de travail pour porter politiquement les évolutions qu'on aimerait faire avec ce projet. Donc, il y a plein de travail technique avec l'amélioration du code, de l'algorithme, des résultats et de la mise en visibilité de ces résultats sur notre site Internet. Mais derrière, il y a aussi beaucoup tout le travail de portage politique et de diffusion et de mobilisation de l'ensemble de l'enseignement supérieur sur ces questions-là. Et donc, je fais un petit appel à tous ceux qui voudraient participer à la mise en place de leur temps, de leurs contacts, de leur réseau, de leurs envies de discuter avec nous sur ces sujets-là. Parce que le travail de bénévole a parfois bien ses limites, même s'il est beau et très louable. On a toujours besoin de gens pour nous aider à politiquement porter ce rapport, aller prendre des contacts. On réfléchit avec François de manière assez intense en ce moment sur la mise en place potentielle d'un manifeste sur les propositions qu'on vous a présentées aujourd'hui pour justement proposer à la ministre de cette voie uniforme de l'ensemble de l'éducation supérieure en Belgique sur l'intérêt des propositions qu'on a. Donc, si vous êtes intéressé, rejoignez les shifters, participez à notre projet et venez faire la transition complète qu'on essaye de réaliser tous ensemble. Voilà. Je pense que dans ce contexte, ça peut être intéressant de demander qui souhaite être recontacté peut-être dans les participants, vu que les échanges sont très dynamiques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou Tout à fait. Ou alors, je crois qu'on a partagé l'email de Education for Climate @theshifter.org que vous pouvez nous envoyer un petit email là-dessus. Voilà, repartager encore. Merci dans le chat. Et si jamais ça vous intéresse, derrière, on vous flèchera vers la participation aux événements des shifters. Ce soir, par exemple, on a notre mensuel, d'ailleurs, qui se tient à l'ULB sur le campus du Solbosch ce soir. Voilà. Eh bien, donc dans notre, en ce qui nous concerne, du coup, on est évidemment ravis de ça. Et comme on l'a dit, si vous le souhaitez, nous, on est tout disposés à pouvoir échanger sur notamment les aspects de communication, l'optimisation des outils, la comparaison, mais également aussi la réflexion autour d'une proposition de mettre autour de la table les différentes universités pour faire des propositions consensuelles ou à tentative consensuelle sur ces questions. Avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Super, on activera tout ça au moment venu, quand la stratégie sera bien établie. Mais donc, de notre côté, on va se remettre en contact et on va aussi inclure quelques collègues d'autres unifs, parce qu'on a des très bons contacts et on sera plus fort et plus consensuel pour arriver avec quelque chose. Mais ça, on va le faire après la réunion. Donc, moi, de mon côté, pour clôturer, je suis très content d'avoir rencontré François quelque part en mars, je crois qu'il était venu voir dans mon bureau. C'était fait au tout début une semaine avant le confinement. Ouais.
Et petit à petit, on a élaboré cette idée et voilà, ça a pris corps et j'étais content que la ministre était vraiment présente parce que ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de fois, j'ai eu des représentants politiques qui s'annoncent, mais qui en fait, à la dernière minute, ne peuvent pas être là. Bon, c'est vrai que le distanciel aide aussi par rapport à ça, mais ça nous a permis quand même d'avoir quelque chose de très, très dynamique. Et bon, bah, je vous félicite encore une fois et je pense qu'on pourrait tout doucement clôturer et vous souhaiter à tous une bonne après-midi. Au revoir. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Merci, au revoir, bon Merci à vous. après-midi.